Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons fait un robot capable de rouler. C'était plutôt bien, et c'est vrai que pour les juniors, ça pouvait être amplement suffisant. Mais on avait quelques petits soucis, notamment le fait que le robot roule pas très droit. Alors, à grande vitesse, ça allait, mais à faible vitesse, on avait très vite des limitations. Du coup, aujourd'hui, on va voir l'asservissement. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus compliqué que la dernière fois, et pratiquement aussi long, mais accrochez-vous, parce que c'est sans doute l'épisode le plus compliqué qu'on va faire. Alors déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un asservissement et comment ça fonctionne? Alors je pourrais vous faire toute une théorie, je sais que Monsieur Bidouille a déjà fait une vidéo dessus. Je vous conseille d'aller la voir, il expliquera ça beaucoup mieux que moi. L'asservissement, c'est simplement un moyen de contrôler la vitesse des moteurs en fonction de la commande qu'on souhaite envoyer. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer directement la commande au moteur, on va faire ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Comment ça marche? Faisons un petit schéma. Nous avons notre commande voulue qui arrive directement depuis le cerveau du robot. Bon, actuellement, le cerveau du robot, c'est notre ordinateur, mais ce sera exactement la même chose. Nous avons vu la dernière fois comment transformer cette commande voulue en commande moteur, et ensuite comment, via le pont H, faire tourner le moteur en fonction de cette commande. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver un moyen de mesurer la vitesse du moteur, et en fonction de cette mesure et de la commande voulue, on va moduler la commande envoyée au moteur pour que les mesures correspondent le plus possible à la commande voulue. Ceci passe par une mesure d'erreur, et enfin une modulation de la commande moteur en fonction de cette erreur. Et pour faire ceci, on va utiliser ce qu'on appelle un système de PID, c'est-à-dire un système proportionnel intégral dérivé. On va simplement baser la commande envoyée au moteur non plus sur la commande voulue, mais sur une fonction se basant sur l'erreur fois la proportionnelle, fois l'intégrale de l'erreur, et fois la dérivée de l'erreur. Oui, ça peut paraître un peu mathématique comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Du coup, la première problématique abordée est simplement la mesure de la vitesse des moteurs. Et pour ça, nous allons ressortir les codeurs à quadrature que nous avons au cul des moteurs. Alors du coup, la question c'est comment est-ce qu'ils fonctionnent? Alors sur ces moteurs, ce sont des moteurs magnétiques, c'est-à-dire que sur l'axe moteur, il y a un aimant, et de chaque côté, il y a des capteurs magnétiques. Chaque codeur va mesurer le sens de l'aimant et envoyer un signal correspondant à ce sens. Si je suis sur la face nord, c'est plus, si c'est sur la face moins, c'est 0. Et avec la rotation du moteur, ce signal va se transformer en signal carré. Alors avec un seul capteur, on pourrait seulement mesurer le tour, on ne peut pas savoir dans quel sens tourne le moteur. C'est pour ça qu'il y a un second capteur déphasé de 90 degrés, pour que le signal du second capteur donne une information sur le sens de rotation du moteur. Si le premier capteur arrive dans le second, alors le moteur tourne dans un sens, mais si c'est l'inverse, alors le moteur tourne dans l'autre sens. C'est assez basique, mais très efficace. Du coup, avec cette mesure du nombre de tours de moteur, on va pouvoir facilement déduire la vitesse des moteurs, déduire notre erreur, etc., jusqu'à obtenir un moteur qui arrive à la bonne vitesse. Allez, on regarde ça en pratique, ce que ça donne. Bon, alors, comment modifier notre base pour faire un asservissement en vitesse? Déjà, première chose, c'est la même base que la dernière fois, à ceci près que j'ai mis un bouton d'air d'urgence et j'ai un peu renforcé la structure parce qu'elle avait tendance à se plier. Mais sinon, c'est la même. Alors, pour brancher nos codeurs à quadrature sur l'Arduino, il faut commencer par refaire un peu le câblage. Ce que nous avons fait la dernière fois, c'était brancher le LN sur les pins de 3 à 11, si je me souviens bien. Là, le problème sur Arduino, c'est que les interruptions sont sur les pins 2 et 3, donc on va brancher les codeurs dessus. Et comme il faut brancher les deux fils sur le codeur, on va brancher aussi les pins 4 et 5 sur les codeurs. Du coup, il faut commencer par décaler toutes les pins utilisées sur les LN. Ça, c'est pas très compliqué, et en plus, il suffit juste de mettre le code à jour par rapport à ça. Et pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un breadboard. Un breadboard, c'est simplement une platine en plastique avec plein de petits trous qui sont reliés entre eux. Ça nous permet de faire des prototypes de circuits avant de les faire, on va dire, en dur. Et on va brancher ça directement là-dessus. Donc voilà, j'ai mes connecteurs qui sont branchés à Arduino via la breadboard. Je vous montre ça, comment ça marche. Donc comme dit précédemment, on a décalé toutes les pins de la LN, et ensuite on a branché ceux des codeurs à quadrature directement sur les pins 2 à 4. Bon là j'ai pas mis tout le câblage qu'il y avait autour, mais il dit toujours, hein, c'est juste pour simplifier le schéma. Donc on va pas tout de suite retester, voir si ça fonctionne correctement, la modification qu'on a fait par rapport à l'aide, ça devrait marcher, j'ai aucun doute là-dessus. On pourra tester, mais on va aller directement travailler sur les interruptions. Alors comment ça fonctionne une interruption? C'est très simple. Là, Arduino va faire son programme comme d'habitude, et on va pouvoir dire sur telle pin, par exemple sur la 2, s'il y a un changement d'état ou si ça passe en valeur haute en valeur basse, tu arrêtes tout ce que tu fais, et tu fais le code d'interruption qui est prévu. Et au niveau de l'Arduino, ça se traduit comme ça. Donc déjà, pour simplifier les choses, j'ai mis ce qu'on appelle les define. Les define, c'est simplement des instructions au compilateur, qui dit simplement que quand on tombe sur cette expression dans le code, on la remplace par la 2. Ça ne change rien au niveau de l'exécution du code, car c'est pour le compilateur. Le compilateur, ce qu'il va faire, c'est trouver ça et le remplacer dans le code. Ça va simplement aider la lisibilité du code. Du coup, ici, on a la pin droite A, la pin gauche A, la pin droite B, la pin gauche B. Et pareil pour les moteurs, moteur droit A, moteur droit B, moteur droit signal, moteur gauche A, moteur gauche B, moteur gauche signal. Et on va pouvoir l'utiliser dans le reste du code.
Donc, pour utiliser nos moteurs à quadrature, il nous faut d'abord initialiser les pins A et B de chaque côté en input pull-up. Alors, le pull-up, c'est simplement pour dire que la pin est à 1 s'il n'y a pas de signal dessus. Et le codeur à quadrature, lui, ce qu'il va faire, c'est forcer la valeur à 0. En fonction des codeurs, ça fonctionne de cette façon ou d'une autre façon. Ça, il faut regarder les spécifications des codeurs pour savoir comment les brancher. Alors, l'interruption va se définir comme ceci dans le code, par l'attachement de l'interruption sur la pin RA, et on va appeler la fonction interrupt_R, que j'ai définie plus bas. Et dans les cas de change, c'est-à-dire quand on passe de l'état bas à l'état haut et inversement. On pourra les définir que quand on passe à l'état haut ou que quand on passe à l'état bas, mais on va faire les deux pour avoir plus de précision. Et dans ces fonctions, qu'est-ce qu'on a? On a une petite fonction de codage. Donc, plus haut, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait deux variables de comptage droit et comptage gauche. Là, je vais simplement dire que pour mon comptage droit, si la pin A égale à la pin B, alors j'avance. Si c'est différent, alors je recule. C'est une façon comme une autre de faire un comptage. Et du coup, on fait compte plus ou compte moins en fonction du sens dans lequel on tourne. Alors, ça peut arriver durant vos tests que vous vous rendez compte que vous ne comptiez pas dans le bon sens. Rien de grave, il suffit simplement de changer la façon dont on compte. Au lieu de faire plus, on fait moins et inversement. Du coup, dans notre boucle principale, ça se résume ainsi. On fait une boucle de 100 millisecondes, et à chaque boucle, on calcule la différence entre le compte actuel, donc celui qu'on fait via interruption, et un compte précédent. Compte précédent qu'on va sauvegarder à chaque tour, comme on voit ici. Cette différence, on va simplement l'afficher pour voir ce que ça donne. Allez, on implémente ça, et on teste. Hop là. Oh. Alors là, on voit pas beaucoup à la caméra, mais les codeurs se sont allumés, ce qui est beaucoup mieux. Et on va prendre un petit bloc-notes, histoire de caler le robot pour faire les tests directement ici et pas s'embêter. Et on envoie 200 déjà pour vérifier que ça tourne toujours. Et en plus, on a nos compteurs qui avancent. Comme on peut le voir ici, nos valeurs ont augmenté. Parfait. Deuxième étape, on a notre décompte, c'est très bien, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la vitesse. Et pour ça, on va simplement prendre notre compteur et le comparer à une valeur précédente. Et la valeur précédente, on va l'implémenter comme ceci. À côté de nos déclarations de comptage, on va simplement déclarer le compte précédent. Et dans la boucle principale, maintenant, je vais calculer le delta R. Le delta R est simplement la différence entre le compte de maintenant et le compte de la boucle précédente. Et une fois que j'ai fait ce calcul, le compte de la boucle précédente devient le compte actuel. Vous remarquerez que j'ai rajouté un coefficient. Pour l'instant, ce coefficient est égal à 1, mais on va le faire moduler en fonction de nos tests pour qu'on ait une valeur assez proche de ce qu'on veut. On veut une valeur qui va en fait entre 0 et 250 pour correspondre à la commande qu'on a envoyée. Si le décompte nous envoie, mettons, 500 maximum, on va mettre un coefficient de 0,5. Du coup, on va tester comme ça avec un coefficient de 1, et en fonction de ce que va nous donner delta R, on va moduler pour avoir une valeur proche de 250. Allez, on implémente et c'est parti. Pour tester, on va envoyer directement 250 qui est la valeur maximale, histoire de voir ce que nous donnent les compteurs. Et c'est parti. Ouh, c'est pas mal du tout ça. On a 260, 270 pour 250. Limite, le coefficient laisse à 1. Impeccable. C'est génial. Bon, évidemment, vous, sur vos robots, en fonction des tests, vous ferez moduler ce coefficient. Nous, on va le garder à 1. Ça peut être très bien. Maintenant, on va implémenter ce qu'on appelle un PID. Alors, comment fonctionne un PID? On a ici notre vitesse qui correspond à delta R. On va donc calculer la différence entre la vitesse voulue et la vitesse obtenue. De cette différence, ou cette erreur, on va appliquer une formule qui s'appelle PID, donc qui est égale à la proportion de cette erreur, plus l'intégrale de cette erreur, plus la dérivée de cette erreur. Et le but étant d'obtenir une commande qui va faire en sorte que le moteur avance à la bonne vitesse. Donc dans un premier temps, pour expliquer comment ça marche, on va se concentrer sur la roue droite. Le calcul du côté droit, c'est la commande droite moins la vitesse droite. Et l'intégrale de l'erreur, c'est simplement la somme de toutes les erreurs qu'on a faites depuis le début. Pour implémenter ce PID, il nous faut des coefficients PI et D, pour proportionnel, intégrale, dérivée, que pour l'instant, on va mettre à 0,5, 0 et 0. On verra ensuite comment les ajuster pour avoir quelque chose de plus propre. Et enfin, évidemment, l'erreur précédente, on la sauvegarde. Et enfin, pour finir, on envoie commande au moteur. Et pour mieux voir ce qui se passe, on va nous afficher notre debug, la commande moteur, par rapport à la commande voulue. Allez, on envoie ça, et on regarde ce que ça peut donner. Hop là. Mettons que je veux... Donc on a dit seulement le droite. En gauche, 0, et le droite, on va dire 100. Avec la batterie, ça marche mieux. Du coup, on en réclame 100, on envoie que 33.
on n'y arrive pas. Et c'est normal. C'est tout à fait normal de ne pas y arriver. Pourquoi? Parce que, en fait, on fait la commande égale une proportion de l'erreur. Si l'erreur égale 0, la commande égale 0. Ça marche pas. Donc, au bout d'un moment, il faut s'équilibrer. Et ensuite, rattraper le retard. Et comment on rattrape le retard? Grâce à l'intégrale. Du coup, on va passer l'intégrale à, mettons, 0,5 pour essayer. On envoie. Et on réessaye. On sent le moteur qui avance et on n'est pas loin des 100 sur la vitesse. On va arrêter. Ah, on est à 199, 100. Bon, c'est pas mal, mais je pense que vous avez un peu de mal à voir ce qui se passe. Du coup, on va utiliser un peu l'une des fonctionnalités de l'IDE Arduino, simplement afficher un graphe. Je vous montre comment ça marche. Alors, on passe toutes nos sorties en mute à part celles qu'on va afficher. Ça évitera de polluer la sortie. Et du coup, maintenant, on n'a plus que notre vitesse de sortie. La vitesse étant la vitesse du moteur droit. Et au lieu de l'afficher en sortie classique, on va l'afficher en graphe. Voilà, nous sommes à 0. Et donc, si on envoie notre commande pour faire rouler la roue droite, hop là. Ah, on a une magnifique courbe là. Allez, tais-toi, toi. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons notre commande à 100. Et le PID, ce qu'il va faire, c'est essayer de s'approcher le plus possible de ça. Évidemment, là, la courbe, elle fait un peu zigouille, elle aime pas ça du tout. Mais c'est normal, parce que déjà, on a deux choses. Une, le PID n'est pas réglé, on a mis des valeurs un peu au pif. Et surtout, les roues sont à vide. Il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas le poids du robot dessus. Donc, on va déjà essayer d'affiner ça un peu à vide pour que vous compreniez ce que ça donne, mais on n'ira pas plus loin. Allez. Déjà, pour éviter de dépasser de trop, on peut déjà faire en sorte que l'intégrale soit plus petite. On va dire 0,3. Ensuite, on a vu que quand on va très vite, l'idée ce serait d'aller freiner pour aller un peu moins vite. Et pour aller un peu moins vite, on va simplement faire bouger par rapport à la dérivée, et le coefficient sur la dérivée doit être négatif pour ralentir et non pas accélérer le mouvement. Allez, mettons moins 0,2. Je mets ça complètement au pif, je ne sais pas si ça va marcher. Bien. Recommençons. 0, 100. C'est parti. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal, parce que comme je le disais, il n'y a pas d'inertie sur les roues, il n'y a pas le poids du robot qui vient jouer avec, donc on peut pas bien le faire. On va essayer sur la table pour voir ce que ça donne. Alors, avant d'essayer sur la table, on va prendre ce qu'on a fait sur la roue droite, et on va faire exactement la même chose sur la roue gauche. Allez, on envoie, et on met ça sur la table. C'est parti. Donc on envoie 100 et 100. C'est déjà un peu plus lisse. Notre courbe est quand même un peu mieux, un peu plus lisse, mais c'est normal. L'inertie du robot faisant sa part dans la mécanique, ça fonctionne tout de suite un peu mieux. Donc maintenant, il faut réussir à régler ce PID. Et c'est jamais très simple à faire, surtout avec un robot vide comme on a ici. Ah, d'ailleurs, on pourrait essayer, tiens. On va essayer un truc. Et si on rajoutait un peu plus de poids à notre robot? Un petit kilo en plus. Non, c'est pas un kilo tout à fait. Bon, on doit pas être loin. Allez, on essaye ça. Et du coup, avec les poids, si on envoie 100 et 100, ça nous donne... Ah bon, bah vous voyez, avec un peu plus de poids, ça glisse encore plus. Bon, ça fait des courbes pas très belles, mais c'est normal. Notre PID est pas réglé. Et pour régler le PID, il y a plusieurs techniques, notamment, on va dire, une technique mathématique, académique, en fonction du poids du robot, de son inertie, des moteurs et tout ça. C'est pas une technique qu'on va utiliser de premier abord, parce que c'est assez compliqué. On va plutôt utiliser une technique empirique, c'est-à-dire essai par essai, améliorer à chaque fois, augmenter un peu le P, augmenter un peu le D, augmenter un peu le I. Je vous conseille de ne pas le faire tout de suite, d'implémenter le code tel quel dans votre robot, et une fois qu'il sera terminé avec tous ses actionneurs, ses batteries, tout son poids, là vous pourrez régler le PD correctement. Ça sert à rien de vous embêter à la régler si le robot n'est pas fini, parce qu'il faut le refaire de toute façon après. Bien, maintenant on maîtrise un peu mieux les vitesses du robot. Et pour un robot radiocommandé, ça va nous être très utile. Mais l'ennui, c'est que si on a envie de faire un robot autonome, donc pour la compétition senior, la maîtrise en vitesse c'est bien, mais ça fait pas tout. Parce que si on a envie d'aller d'un point A à un point B, on va pas dire va à telle vitesse pendant tant de temps. Le mieux à faire, ce serait d'utiliser les codeurs qu'on a ici, pas pour mesurer la vitesse,
mais pour mesurer la distance parcourue. Et avec cette distance, mesurer la vitesse et tout ça, refaire un peu ce qu'on a fait. Et là, on va avoir un petit problème qui, au premier abord, n'est pas évident. Si on veut mesurer une distance parcourue, on pourrait se dire, on sait combien de tours a fait le moteur, on sait le diamètre des roues, calculer la distance ne devrait pas être très compliqué. Et c'est vrai qu'en ligne droite, ce serait pas très compliqué. Surtout si on néglige l'écrasement des roues. L'ennui, c'est qu'on va arriver sur la mesure des rotations. Bah oui, parce qu'un robot qui va tout droit, c'est bien. Un robot qui peut tourner sur lui-même correctement, c'est très bien aussi. L'ennui, je vais vous faire un petit schéma. Mettons, disons que la roue avance de telle distance, et que la roue opposée avance de la même distance, mais dans le sens opposé. La question, c'est va tourner de quel angle? Si on prend la distance à l'extérieur des roues, ça va faire cet angle-là, à l'intérieur des roues, ça va faire cet angle-là. On peut pas faire une mesure précise de l'angle avec des roues très larges. Il nous faut donc des roues très fines. Et là, d'accord, on a amélioré la précision en rotation. L'ennui, c'est que plus la roue est fine, plus le contact est fin, plus ça devient compliqué de transmettre de la puissance à la table sans l'abîmer. Vous voyez, tous les ans, il y a des robots qui viennent avec des roues de roller qui sont très fines au niveau du contact et qui nous déchirent la table. Mais littéralement, ça déchire le vinyle, la couche de bois qui est dessus, enfin tout. Non, prenez des roues comme ça, des roues de RC, pas des roues de roller. Du coup, pour résoudre notre problème, on va garder nos roues et on va utiliser ce qu'on appelle des roues codeuses. Ce sont des roues montées à côté de nos roues principales, des roues fines, et qui ont elles-mêmes leur propre codeur. En fait, ça donne ça. Une roue fine, souvent imprimée en 3D ou telle qu'elle est trouvée dans le commerce, avec une petite bande de caoutchouc histoire que ça adhère, et un codeur à quadrature. Alors ce codeur n'est pas un codeur magnétique comme nous avions sur les moteurs, c'est un codeur optique. Alors, le principe de fonctionnement est un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer le champ magnétique d'un aimant, mais on va mesurer via un système optique l'ouverture et la fermeture d'une fenêtre. D'ailleurs, bien, donc si on l'ouvre, on peut voir, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, c'est un peu saturé. Et du coup, si on l'ouvre, on peut voir à l'intérieur un petit disque, qui est en fait un disque ajouré, avec plein de petits trous partout, à intervalles réguliers, et on a deux capteurs optiques déphasés, ce qui nous permettent de générer nos deux signaux carrés. Alors je pourrais monter cette roue codeuse directement sur mon robot, mais j'ai envie de garder cette structure pour faire un robot junior radiocommandé, donc j'ai pas besoin de roue codeuse dessus. En plus, j'ai pas vraiment la place. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce robot de côté, et on va sortir un autre robot. Ah ah! Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous reconnaissez peut-être cette structure. C'est la structure de mon robot de l'année dernière. Pourquoi j'utilise celle-ci plutôt que l'autre? Déjà d'une, j'ai une structure qui est déjà fabriquée, et de deux, j'ai déjà mes montages pour mes roues codeuses dessus qui sont indépendantes. Alors cette structure est presque la même que l'autre robot, à ceci près que je n'ai pas un LN pour gérer le pont H, mais une Sabertooth, qui est une autre carte pont H. À ceci près que celle-ci ne se commande pas via les 6 pins qu'on avait tout à l'heure, mais via une liaison série. Donc on va utiliser cette structure, il faut juste que je la remonte, que je récupère les roues de l'autre robot, et je vous laisse 5 minutes le temps de faire ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Much later. Bon, très bien. Alors, j'ai remonté ma base, et on va pouvoir travailler dessus. L'utilisation de roues codeuses externes, et non pas de codeurs intégrés au moteur, apporte deux gros avantages. Déjà d'une, la précision, ne serait-ce que d'avoir des roues très fines. Ici, on utilise carrément des jointeries pour avoir le contact le plus fin possible. Ça va nous apporter une très grande précision. L'autre avantage, c'est que les roues sont complètement indépendantes des moteurs. Du coup, on va pouvoir avoir deux cas de figure qui vont vraiment nous intéresser. Le premier, c'est quand le moteur tourne et que la roue tourne pas. Dans ce cas-là, on sait qu'on est en butée de quelque chose, par exemple du bord, pour se recaler. Et le deuxième cas, c'est quand le codeur tourne et que le moteur ne tourne pas. Là, on sait que le robot est poussé. Et ça va nous être très utile très rapidement. Première chose à faire, évidemment, c'est de tester l'architecture, voir si elle fonctionne toujours. Pour ça, j'ai refait mon code en implémentant la Sabertooth. Pour l'implémentation, en fait, la Sabertooth contrôle elle-même les moteurs. Pour vous faire un schéma, avant, nous avions l'Arduino d'un côté, avec sa boucle principale qui calcule la commande, et ensuite une fonction qui traduit cette commande en ordre envoyé au pont en H. La Sabertooth fait, en fait, simplement cette partie-là directement. Autrement dit, dans notre boucle principale, on a le calcul de la commande, et elle envoie directement la Sabertooth par liaison série. Alors ça simplifie un peu les choses, mais pas de panique, si vous utilisez toujours le LN, pas de souci. Vous reprenez le code tel quel et vous remplacez simplement les fonctions d'envoi à la Sabertooth par la fonction que nous avons fait juste avant. Et d'ailleurs, de manière générale, quand vous récupérez un code comme ça, déjà tout fait sur internet, l'utilisez pas tel quel. Essayez toujours de comprendre comment il fonctionne, et ensuite de comprendre comment l'implémenter chez vous. L'utiliser tel quel, c'est... comment dire? Il y en a qui ont essayé et ils ont quelques soucis. Non, c'est pas ça l'expression. D'ailleurs, ça me fait penser... faire une vidéo sur le culte du cargo. Allez. Ça fera un bon hors-série, ça. Donc, première chose à faire, comme je le disais, tester que ça fonctionne toujours. Eh ben, c'est parti.
On implémente le code, et on envoie. Parfait, on teste. Alors déjà, on peut déjà tester que nos roues codeuses fonctionnent toujours. On va tester par la roue droite, si je l'avance, ça s'incrémente. Si j'envoie la roue gauche, ça s'incrémente toujours. Maintenant, si j'envoie des ordres moteur, disons 100 et 100, ah, ça marche pas. Le bouton d'arrêt d'urgence. Et si j'envoie des commandes, disons 100 et 0 pour tester la roue gauche, elle roule. Maintenant 0 et 100 pour tester la roue droite roule, parfait. Ça fonctionne toujours, magnifique. Bien, maintenant, problématique suivante. On a le nombre de ticks. C'est bien, on a le nombre de ticks pour chaque roue, c'est encore mieux. L'ennui, c'est que ce nombre de ticks correspond à quoi? Alors pour le savoir, on va devoir faire un étalonnage de notre odométrie. Et pour ça, ça se passe sur la table. Allez, je vous explique comment ça marche. Bon, alors comment faire un étalonnage? Déjà, vous avez pu remarquer que sur ma table, la table est centimétrée, on va dire. Il y a un quadrillage tous les 5 cm, et du coup, on a ici 1 mètre, là 50 cm, 50 cm. Ce qu'on va faire, c'est placer le robot sur le bord de la table, le plus au bord possible, réinitialiser le comptage pour avoir des zéros partout, et enfin, avancer le robot en suivant la ligne sur laquelle il est jusqu'à 1 mètre. Alors il faut bien que le mètre soit passé par la fin du robot. Allez hop, on roule, on roule, on roule, on roule. On est à 1 mètre, et là on peut voir nos deux comptages, roue gauche et roue droite. Jusqu'ici tout va bien, à part le câble qui est un peu trop tiré. Et pour faire l'étalonnage en rotation, laissez-moi vous présenter notre ami la planche à clous. Or, bon, c'est pas vraiment un clou, c'est une vis. Mais l'utilité, c'est que sur mon robot, je sais pas si on le voit bien là, j'ai un tout petit trou. Alors le trou est placé dans l'axe des roues et au centre de rotation du robot. On va placer notre robot sur le clou. On va l'aligner par rapport au trait qu'on avait préalablement défini comme étant l'angle 0. Et on fait un tour dans le sens trigo. Et c'est parti. On essaye d'être propre au niveau de l'angle et on regarde le résultat. Et voilà, nous avons nos deux mesures. Hop là. Bien. Maintenant, nous avons nos valeurs. On va pouvoir les implémenter dans le code. Alors déjà, première chose qu'on peut remarquer, c'est que les deux valeurs sur les deux roues ne sont pas tout à fait identiques. Et c'est normal. Les roues étant imprimées en 3D, elles ne sont pas parfaitement du même diamètre. Mais c'est pas un souci, on va implémenter ça directement dans le code comme ça. Par contre, l'utilisation de roues codeuses n'apporte pas que des avantages. Ça apporte aussi un inconvénient assez majeur, il faut que les roues soient suspendues. Et oui, il faut que les roues du moteur et les roues codeuses soient en contact en même temps sur la table. Alors vous pouvez essayer de faire une conception pour que les roues soient parfaitement alignées, ça marchera jamais. Il y aura toujours une roue qui s'écrasera plus qu'une autre, ça va être catastrophique. Ce que je vous conseille de faire, donc, c'est des supports suspendus comme nous avons ici, et si possible avec des ressorts pour bien plaquer les roues au sol. Alors là, j'ai retiré les ressorts parce que j'ai pas assez de poids. Si je mettais les ressorts, les roues codeuses porteraient le robot et les moteurs ne tourneraient plus. Nous avons donc notre nombre de ticks par centimètre sur la roue droite et ticks par centimètre sur la roue gauche, et aussi le nombre de ticks par radian sur la roue droite et sur la roue gauche. Alors, à cause du jeu de nos supports suspendus, quand on tourne dans un sens ou quand on tourne dans l'autre, les codeurs ne font pas exactement le même nombre de ticks. Alors, le défaut est très léger, mais il est quand même présent et ça va nous embêter plus tard. Donc, je préfère le corriger tout de suite en me faisant un tick et le nombre de ticks sur la droite dans le sens trigo. On verra ensuite comment implémenter ça dans notre code. Alors oui, on fait tout en radian. On pourra tout faire en degrés, mais on va très vite tomber sur de la trigo. Peut-être pas aujourd'hui, sûrement la prochaine fois. On va très vite tomber sur de la trigo, et dans les Arduino, la trigo, ça se fait en radian. Du coup, autant mesurer ça directement en radian. Maintenant, notre projet, c'est de parcourir une certaine distance. Et pour ça, il faut d'abord mesurer la distance parcourue. Pour mesurer la distance parcourue, on va simplement faire la moyenne de l'avancement des deux roues. Et pour ça, on prend le nombre de ticks fait par la roue droite, divisé par le nombre de ticks par centimètre, et on fait pareil avec la roue gauche, divisé par le nombre de ticks par centimètre, et on fait la moyenne. Ensuite, on fait pareil pour les rotations, avec si la roue avance, le nombre de ticks dans le sens polaire, et si la roue recule, dans le sens trigo. On calcule le delta Z, donc l'angle parcouru. Et l'angle parcouru, c'est le nombre de rotations à droite moins l'angle de rotation à gauche, parce que les deux ne tournent pas dans le même sens, divisé par 2. Et enfin, la distance cible, on y retire la distance parcourue pour savoir quelle distance il nous reste à faire. Et donc notre angle cible,
même chose. Mais il faut modifier encore autre chose. Pour lui rentrer la distance cible et l'angle cible, on va modifier nos commandes envoyées au robot. On va plus lui envoyer à roue droite, avance de temps, roue gauche, avance de temps. On va lui envoyer des ordres un peu plus élaborés. Déjà, le premier ordre qu'on va utiliser, c'est l'ordre 0. Ça, je vous conseille de le mettre dans vos robots assez rapidement. En fait, c'est un ordre qui va remettre le robot à 0. Ça peut être utile, notamment en cas d'évitement, vous verrez plus tard, pour stopper le robot là où il est. Premier ordre qu'on va faire, c'est D de point, une distance. Donc on lui envoie D pour distance et l'ordre à parcourir. Ensuite, on a rotation fois l'angle. Donc on lui envoie R pour rotation et ensuite l'angle. Alors attention, l'angle qu'on va lui envoyer, pour que nous on comprenne quelque chose, va être en degrés. Donc il faut le transformer en radian. Allez, on envoie tout ça. On teste sur la table qu'on a ce qu'il faut comme distance. Allez, c'est parti. Bien, pour faire le test du mètre, on se cale bien au bord. On réinitialise la distance. Voilà. Et nous parcourons 1 mètre sur notre table. On se cale bien sur la ligne d'arrivée. Et on regarde notre résultat. Voilà, 1 mètre et 7 mm. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va faire la même chose pour l'angle. On s'aligne sur les traits de notre table. Voilà. On réinitialise. Et on fait un tour sur nous-mêmes. Hop là. Enfin, on fait un tour du robot, évidemment. Je vais pas m'amuser à tourner sur moi-même. Bon, c'est un peu plus... mais ça va faire. Et nous avons moins 360 degrés. Et voilà, on a un robot qui mesure les distances et les angles. Ce type pas magnifique. Bien, maintenant, la problématique, c'est de lui dire de parcourir une certaine distance. Et pour ça, on va faire avancer le robot selon un profil de vitesse, on va dire, assez classique. Notre profil de vitesse va se découper en 3 sections. Une fonction d'accélération, que l'on connaît déjà, celle qu'on a déjà fait avant sous le premier robot pour limiter l'accélération du robot, une phase de plafonnement, qui est en fait la vitesse à laquelle le robot peut aller au maximum, et enfin une phase de décélération jusqu'au point que l'on souhaite atteindre. Alors pour ça, on va un peu gruger le système, on va faire en sorte qu'on ait une rampe de décélération qui corresponde à la distance voulue. Et dans notre commande, ça correspond simplement à commande droite. Alors, ne vous embêtez pas à faire commande droite, commande gauche, on va d'abord faire commande droite, et ensuite on va lui donner pour ordre de faire commande gauche égale commande droite. Rassurez-vous. Donc, commande droite est égale la distance restant à parcourir, fois une rampe. Oui, parce que si on fait juste la distance, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le robot va vite ralentir, et on va jamais arriver jusqu'au bout. Du coup, on va lui implémenter un petit coefficient d'accélération, et on va pas s'embêter, on va prendre le même que la dernière fois. Donc cette commande, qui, comme je le disais, correspond à distance restant à parcourir, on va l'écréter. Et l'écréter par quoi? Par la vitesse maximale. Du coup, on plafonne la vitesse de la commande ici, et enfin, on dit commande droite égale commande gauche. Évidemment, on limite l'accélération, sinon le robot va démarrer directement dans la caisse, et ça on ne veut pas. Du coup, on fait comme la dernière fois, on limite par rapport à la vitesse précédente l'accélération. Et enfin, on envoie ça au moteur. Et normalement, si on a bien joué, le moteur va avancer de la commande qu'on va lui envoyer. Allez, on essaye ça tout de suite. Bon, cette fois-ci, on va essayer de parcourir 1 mètre. Alors, on se recale contre le bord. On branche l'alimentation. On arrive à 0. Et on envoie l'ordre de parcourir 1 mètre. Attention. Bon. On a parcouru 1 mètre. 1 mètre et 30 degrés. Mais on a parcouru 1 mètre. Bon. Eh ben ça marche plutôt bien. Bon, c'est pas très droit, mais ça marche plutôt bien. Mais avant de rectifier le tir pour que ça avance plus droit, on va d'abord s'occuper des rotations. Donc pour la rotation, on va faire exactement comme pour la translation. C'est-à-dire que la commande égale la distance restant à parcourir, donc là plutôt l'angle restant à parcourir, fois une rampe d'accélération. Et pour le reste du code, c'est exactement la même chose. Normalement, ça devrait fonctionner quand même assez bien. Allez, on envoie et on teste ça. C'est parti. Et mettons qu'on lui demande de faire une rotation de 90 degrés. Pourquoi ça ne marche pas? Ah si, ça marche.
Mais... ouais, ça marche pas top. Et en plus, ça repart dans l'autre sens. Bon, ça marche pas aussi bien. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est quand même relativement normal. Quand on faisait sur la distance, ça fonctionnait relativement bien parce que la distance, c'est des centimètres. Et les centimètres, c'est quand même relativement court comparé au robot. Là, on parle en radians. Et un radian, c'est quand même assez grand. Du coup, ce qu'on va faire, c'est reprendre le PID de tout à l'heure, mais l'implémenter sur notre commande. Donc maintenant, on a un PID directement sur la commande, et notre commande qui correspond donc au P fois la distance restante à parcourir, plus l'intégrale de la distance restante. Et ensuite, on implémente tel quel dans le robot. Allez, on envoie, et on regarde ce que ça peut donner. C'est parti. Et cette fois-ci, si on lui demande de faire 90 degrés, qu'est-ce qu'on obtient ? Ouais. On y est presque. Bon, au moins on va jusqu'au bout. On vivote à droite à gauche, mais on va jusqu'au bout. Évidemment, il y a toujours moyen de corriger ça assez facilement. L'un des moyens les plus simples dans un premier temps, et un peu pour gruger le système, c'est que quand on franchit l'angle voulu, autrement dit quand ZT change de signe, simplement réinitialiser l'intégrale. Comme ça, l'intégrale ne nous emmène pas trop loin, et on reste assez proche de l'angle voulu. Bon, c'est pas très académique comme façon de faire, et mes profs me tueraient s'ils m'entendaient dire ça, mais ça fonctionne. Ou une autre façon de faire, pour être un peu moins violente, c'est de dire que si on n'a pas obtenu un certain angle, on ne prend pas en compte l'intégrale. Là encore, le but étant que l'intégrale ne devienne très vite trop grande et nous emmène trop loin. Donc, dans notre code, si l'angle restant à parcourir est supérieur à pi sur 20, ce qui correspond à peu près à 18 degrés, on ne prend pas en compte l'intégrale, on prend en compte que la proportionnelle. Allez, on envoie ça. Et on essaie de voir si le résultat est un petit peu meilleur. Allez, c'est parti. Allez, on place le robot. On initialise et on envoie un ordre de 90 degrés. C'est déjà mieux. Bon, on remarque toujours à cause du PID que on navigue autour. Mais on peut améliorer ça, notamment en... T'as fini, oui? Non. Maintenant, on a fini. Bon, c'est déjà un petit peu mieux quand même, non? Si, on va dire que oui. Oui, on va dire que oui. Bien, maintenant qu'on a un robot qui roule et qui tourne à peu près correctement, on va régler le dernier problème que nous avons, c'est-à-dire que le robot ne roule pas droit. Et pour ça, il y a une façon très simple de le faire, c'est de moduler droite et gauche, plus en fonction de leur vitesse, mais en fonction de l'angle qu'on obtient, parce qu'on mesure l'angle, et le but étant bien sûr de conserver cet angle. Et donc pour implémenter cette correction, dans le code, on va faire comme tout à l'heure. On va calculer une commande en Z à parcourir, mais cette fois-ci ce n'est plus la commande de la roue en elle-même, mais une commande d'erreur. Alors comme tout à l'heure, si c'est trop grand, on ne prend que la proportionnelle, sinon on prend aussi l'intégrale. Normalement, on ne devrait jamais tomber là-dessus, parce que si notre angle est vraiment disproportionné, là, il y a vraiment un gros problème. Mais c'est pas grave, on va garder la même structure pour pas s'embrouiller. Donc on a notre erreur en Z qu'on va ajouter à la roue droite pour qu'elle avance un peu plus vite pour la corriger, et qu'on va retirer à la roue gauche pour qu'elle recule pour la corriger. Et dans un souci de faire des commandes assez proportionnelles les unes par rapport aux autres, notre correction va être proportionnelle à la commande envoyée, simplement en multipliant par la valeur absolue de la commande. Cette partie, c'est juste pour éviter que quand le robot avance doucement, il fasse des corrections monstrueuses pour un robot qui avance doucement. Allez, on implémente ça et on regarde si notre robot roule un petit peu plus droit. C'est envoyé, c'est envoyé. Allez, c'est parti. Bien, bon, normalement, ça devrait rouler un petit peu plus droit. On se cale, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On réinitialise, et on lui dit de se déplacer de... Alors, on va changer d'un mètre, on va dire 50 cm. C'est pas mal. On est quand même beaucoup mieux, beaucoup moins dévié. Pas mal du tout, ça, on va garder ça comme ça.
Allez, viens par là, toi. C'est toi? Bon, ben voilà, on a un robot qui roule un peu plus droit, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Maintenant, on a un robot qui avance droit et qui tourne comme on le souhaite. On pourrait faire toute notre séquence de match comme ça, c'est-à-dire avance d'1 mètre, tourne de 90 degrés, avance de 30 cm, etc., etc., etc. Mais c'est assez compliqué à implémenter, surtout si vous faire des modifications. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait une séquence déjà toute prête et que vous voulez rajouter un mouvement en plein milieu, va falloir faire plein de corrections. Enfin, ça va être infernal. Donc pour cette fois-ci, on va le garder comme ça, et la prochaine fois, on va regarder comment faire un asservissement plus en position relative, comme ici, c'est-à-dire d'avancer d'1 mètre et de tourner de 90, mais en position absolue, c'est-à-dire, on va lui dire au robot, va à cet endroit-là sur la table, et il se débrouillera pour y arriver. Vous verrez que pour faire des séquences de match, c'est quand même beaucoup plus pratique. Allez, je vous laisse là-dessus, et amusez-vous bien avec vos robots. À la prochaine. Qu'est-ce que tu fais, toi?